Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle foire aux questions. Aujourd'hui, il n'y en aura que 3, mais il y en a une, c'est un sacré morceau quand même, hein. Alors, je vais commencer par Bashi Bouzouk transdimensionnel. Alors déjà, bravo pour l'imagination, excellent. Parce que le Bashi Bouzouk, déjà, faut se l'imaginer, et transdimensionnel, c'est assez du lourd. Alors, aurais-tu des conseils pour du combat épée-bouclier? Je fais du Béour et ton point de vue m'intéresse. Connais-tu de bons livres sur le sujet aussi? Alors, le combat épée-bouclier, moi personnellement, c'est pas ma spécialité, voire même pas du tout. Je ne peux que te conseiller de te rapprocher de clubs d'AMHE qui, eux, pratiquent l'épée bouclier. Parce que vraiment, moi, c'est, j'ai à peine survolé le sujet et vraiment, j'ai aucune. Ouais, je peux pas te donner de conseils là-dessus, je te dirais des bêtises. Alors je fais du bourg, alors encore moins, là, le béour, moi j'en ai jamais fait, donc je peux encore moins t'aider. Et mon point de vue, bon ben, est-ce que je connais de bons livres sur ce sujet? Ben non, vu que j'ai jamais bossé là-dessus. Alors, à mon avis, quand même, si je devais, je vais pas te laisser comme ça, hein, il faudrait que tu te renseignes, peut-être que sur la hache noble, il peut y avoir des choses intéressantes pour le béour, peut-être. Peut-être que sur aussi les techniques de petite lutte, de lutte d'opportunité, ça peut être sympa pour faire. Parce que le BO, je crois que le but c'est de faire tomber le mec. Donc, si. Peut-être qu'il peut y avoir des astuces pour pouvoir déséquilibrer plus facilement son adversaire en le faisant tomber et tout ça là. Donc, à mon avis, ouais, si je devais donner un conseil, essaye de voir, de grappiller dans le combat à la hache noble et sur la lutte. Mais vraiment, c'est que. Vraiment, parce que je vois pas quoi te dire de plus, parce que là, j'y connais vraiment rien et je te dirais des bêtises. Donc, rapproche-toi des clubs d'AMHE qui pratiquent l'épée bouclier. Rapproche-toi voilà, des gens qui connaissent un peu de ce genre de domaine. Mais bon, désolé, là, je préfère m'abstenir plutôt que de dire des bêtises. Ensuite, la deuxième question nous vient de Héroïque Glacerne. Alors, bonjour. As-tu une liste de films avec pour décor l'ère victorienne, la belle époque, où l'on peut apprécier des combats de gentlemen, Bartitsu, Savat, Escrime? Merci pour ton travail, merci à toi. Alors, je suis un très mauvais cinéphile. C'est les films que je pourrais te conseiller, ce serait les Sherlock Holmes avec Iron Man, Robert Downey Jones, ouais, je crois que c'est ça son nom. Il y avait un film avec Lupin où les 5 premières minutes, il y a un combat de Cannes. De mémoire, je l'avais survolé. Après, il y a les duellistes. Mais je pense que la question mérite d'être posée carrément aux gens du. Ben voilà, je pose la question aux gens qui regardent mes vidéos. Si vous pouvez aider Héroïque Glacerne en lui donnant des noms de films qui peuvent l'intéresser sur le thème ère victorienne et bien à l'époque. Voilà, écrivez en commentaire les films que vous avez appréciés sur le sujet et ça peut peut-être l'aider. Là, pareil, je suis pas cinéphile trop. Je suis pas. Là, je dirais des bêtises. Bien. Alors là, la dernière question qui nous vient de Jean Orthodoxe. Si j'avais le désir de créer un art martial que je souhaiterais français, quels seraient pour toi les critères qu'il devrait réunir pour en avoir cette appellation? Pouf, cette question. Ah, j'ai cogité un petit peu. J'ai pas cogité tout seul. On a travaillé un petit peu. Alors là, je vais te donner une liste exhaustive, ou non exhaustive plutôt, de mon point de vue, hein. Bon, j'en ai discuté un peu avec les copains, on est plus ou moins tombés d'accord. Mais voilà, pour le moment, je veux dire, c'est pas une loi, quoi, hein. À mon avis, en premier lieu, si tu veux que ton art martial devienne français et qu'on le reconnaisse comme français, en premier lieu, je pense que son nom doit être en français. Et c'est par exemple, je vais marcher sur des œufs. On va dire, voilà, je décide de créer un nouvel art martial et je vais l'appeler Okuto no Ken. De la très célèbre série manga Ken le survivant qu'on connaît en France, ou Okuto no Ken, c'est l'école d'un truc
Le Hokuto no Ken. Si vous connaissez pas, vous allez chercher, vous tapez Ken le survivant sur YouTube, vous comprendrez de suite. Bon. Alors déjà, si je dis, est-ce que, voilà, je dis que c'est un nouvel art martial français, je l'appelle Hokuto no Ken. Si personne n'a de base dans la langue d'origine, personne ne comprendra ce que je vais lui dire. Il ne saura pas ce que ça veut dire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que si je, par exemple, je lui donnais le nom, on va dire, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour imager, hein. Je vais dire, si je l'appelle la boxe du Sud, voilà, la boxe occitane. Voilà. J'ai appelé boxe occitane. Bon, ben déjà, on sait que c'est pas une boxe de Bretagne ou c'est pas une boxe d'Alsace. On voit à peu près la zone géographique de quoi on parle. Quand je dis boxe, bon, ben, on comprend, c'est ce que ça veut dire, hein, le mot box to box en anglais est depuis longtemps rentré dans les mœurs françaises. Boxer quelqu'un, on sait ce que ça veut dire. Boxe occitane, donc on a une action et on a un lieu géographique. On comprend à peu près de quoi ça parle. Ça ne veut pas dire que ce sera bien ce que je vais proposer, mais au moins on aura compris de quoi je parle. Ensuite, je dirais, il faut que ça respecte une certaine continuité avec l'approche traditionnelle des arts martiaux français, qu'on peut voir au 19e notamment, c'est là où on est le mieux renseigné. C'est-à-dire, le but c'est de survivre, hein. Déjà de base, c'est la parade et la survie priment sur l'attaque et le fait de toucher l'autre ou de le tuer. Alors même si c'est dans une approche martiale, c'est quand même assez important, mais je retrouve pas des attaques suicides. Actuellement, j'ai pas trouvé d'attaque suicide dans le but d'être attaque suicide. J'avais pas trouvé ça encore. Donc le but, ce serait de garder cette continuité en disant, bon, la priorité est la survie du pratiquant, et le fait qu'il se blesse pas. Ensuite, je dirais qu'il faut qu'il y ait une absence d'approche mystique, quelle qu'elle soit, de n'importe quelle religion, ou, enfin, je veux dire, lorsqu'on vient dans la salle d'armes, on va pas saluer les esprits de la salle. Parce que dans la tradition, dans notre mode de vie, ici, bon, non, ça se fait pas, enfin, c'est très rare, enfin, moi en tout cas, je l'ai jamais vu. La seule fois où j'ai vu ce genre de comportement, que je ne critique pas, hein, mais c'est pas des arts français. Peut-être il y en a un ou deux qui ont eu, ça a dû arriver une ou deux fois, hein, mais c'est clairement pas une mode, c'est clairement pas une façon de faire, et c'est clairement pas dans les mœurs. Donc, toute forme de mystification, voilà, faire de la méditation pour renforcer le corps par le truc, tout ça. Là, moi, je suis complètement, j'y crois pas du tout. Mais il y en a que oui, donc tant mieux pour eux. Mais voilà, si tu veux que ton art martial se rapproche puisse correspondre à une appellation française, à ce genre de choses, plutôt falloir penser à le zapper parce que ça ne correspondra pas avec l'esprit scientifique des arts martiaux français. Voilà, c'est plus une science qu'une approche spirituelle. Même c'est carrément une science, c'est pas du tout une approche spirituelle. Par contre, c'est une approche de façon de vivre en accord avec son corps, de ne pas le blesser, de ne pas lui faire mal, et de se sentir bien tous les jours. C'est un mode de vie, mais c'est pas une spiritualité. Ensuite, je dirais que la polytechnique doit être un prérequis obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne fais, dans ton art martial, tu ne proposes que de la canne, que de la boxe ou que de la lutte, tu seras trop spécialisé et tu rentreras pas trop dans le cadre, même pas du tout, dans le cadre martial français où le but c'est de toucher à tout, de pas être forcément enfin je veux dire, il faut que tu puisses te débrouiller dans toutes les situations. Donc, si tu es face à de la lutte, il faut que tu saches faire de la lutte. Si tu es face à un escrimeur, il faut savoir faire de l'escrime. Si tu es un boxeur, il faut savoir boxer. En gros, il faut savoir t'adapter à toutes les situations. Donc, à un moment, ça veut bien dire, à un moment, peut-être tu ne seras pas le meilleur dans un domaine, mais tu pourras te débrouiller dans tous. Et ça on le retrouve souvent. Alors, ça ne veut pas dire que certains ne se sont pas spécialisés, notamment quand on rentre dans le domaine de la compétition. C'est sûr que quand on fait de l'escrime, en compétition, en sport, l'intérêt de faire des prises de lutte, il n'est pas évident, quoi. Mais en tant que pratique martiale, là par contre ça a son intérêt parce qu'il peut arriver que lors d'un assaut à l'épée, un assaut d'escrime, on se retrouve tellement proche que plutôt que de rien faire et se regarder comme des merles en frits, bam, coup de lutte. T'es pas un lutteur, mais tu sais faire de la lutte.
donc tu l'utilises quand il y en a besoin. Donc voilà, je dirais que notre prérequis, ce serait la polytechnique et pas la spécialisation. Ensuite, là aussi c'est très important, je dirais qu'il faudrait que les noms de tes techniques soient en français et qu'elles soient compréhensibles par toute personne qui parle le français et qui comprend le français. Il faut que ce soit compréhensible au début. Alors j'en ai pour exemple, quand je discute avec des copains qui font du karaté ou des arts chinois, tout ça, ils me disent le nom de leur technique dans la langue d'origine, je les regarde, je dis mais je ne sais pas de quoi tu parles. Par contre, moi quand je lui parle coup de pied au flanc, coup de pied au visage, il fait pas de la boxe française, mais il sait de quoi je parle. Si ou même je dis coup droit au cœur, à l'escrime, ah ben oui, ben il sait ce que ça veut dire. C'est un coup, c'est une frappe, ça va tout droit, ouais, et c'est au cœur, donc je sais où ça va. Donc, il faut que, comme le nom de l'art martial que tu voudrais créer, il faut que ça veuille dire quelque chose, il faut qu'on comprenne. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu me dis? Si, enfin voilà, ça me paraît logique, il faut comprendre de quoi on parle. Sinon, si tu parles dans une langue qui n'est pas français, que ça peut être du coréen, du japonais, de l'allemand, tout ça, ce sera pas français, tout simplement parce que la langue, elle n'est pas compréhensible par une personne qui n'a appris que le français. Il faut être compréhensible par les gens dont tu te réclames, d'une certaine manière, de la communauté. Si personne ne comprend de quoi tu parles, alors soit tu instaures une dictature pour les forcer à apprendre une langue qui n'est pas la leur, soit tu traduis en français. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu délaisses une part, on va dire une part culturelle de ce que tu as appris pour en faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire non plus que ce sera... Parce que je sais qu'à l'époque, ça se faisait, ça, notamment au judo, dans les années 70, tous les noms, tous les coups de judo en japonais avaient été traduits en français. Alors c'était très basique, mais c'était premier de jambe, deuxième de jambe, première prise de jambe, deuxième prise de jambe, troisième prise de hanche, un truc comme ça. Mais on va dire, en tant que non-pratiquant, on comprenait qu'il y avait un codex, un listing, où on comprenait de quoi ça va parler. Ah, ça veut dire que premier de jambe. Ah, bon, je vais aller dans le bouquin, je lis, premier de jambe, c'est faire ça. Par contre, si tu viens à une personne et tu dis, ouais, fais-moi au Sotogari, le gars, il a jamais fait de japonais, il connaît pas le judo, oh, il sait même pas de quoi ça parle, c'est un coup de poing, c'est un coup de boule, je lui sers le thé, à quoi ça sert? Voilà. Si je dis, fais le premier balayage de jambes, premier balayage de jambes. Alors, je sais pas du tout lequel c'est, mais je sais que ça balaye et je sais que c'est aux jambes. Voilà le principe, en gros. Hein. Alors ensuite, un truc aussi qui, bon, c'est personnel, hein, mais la tenue obligatoire de la pratique doit correspondre au code vestimentaire du pays où elle a lieu. Autrement dit, on ne peut pas se réclamer d'être un art martial français si on utilise une tenue qui n'a jamais été portée ni par les pauvres, ni par la classe ouvrière, ni par la classe bourgeoise, ni par la classe aristocratique, ni par personne dans le pays où tu pratiques. Et là, je vise automatiquement le gi, parce que souvent, on voit, même souvent, la veste de judo qu'on retrouve partout, qui est très bien, hein, je ne critique pas, je ne suis pas sur un jugement de valeur, mais qui se balade avec une veste qui ressemble à un gi dans la rue? Alors, le truc qui y ressemble, c'est la robe de chambre. C'est vrai. Mais qui fait des arts martiaux en robe de chambre? Qui se balade dans la rue en robe de chambre? À moins d'aller chercher le pain ou le journal dans le jardin ou à la boîte aux lettres. Voilà, tu vois, une certaine cohérence. Donc du coup, qu'est-ce que ce serait? Alors, si on est plus sur de la lutte, ça va être un short, avec ou des chaussons, voire pieds nus, mais des chaussons. Un t-shirt, une tenue juste au corps, un pantalon, une chemise. Alors, moi, personnellement, j'y réfléchis beaucoup à cette histoire de tenue, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune tenue qui correspondrait à la pratique générale des arts martiaux français. On a des tenues pour l'escrime, on a des tenues pour la lutte, on a des tenues qui peuvent correspondre à la boxe, mais on n'a rien vraiment qui est fédérateur en termes de tenue. Moi, j'y réfléchis beaucoup, et j'ai des pistes. Ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, oui, effectivement, porter la tenue culturelle de notre pays ne me paraît pas rentrer dans le cadre pour pouvoir dire qu'un art martial est français si on porte la tenue d'un pays qui n'est pas français. Ou du moins qui ne correspond pas au code culturel vestimentaire. Alors, attention, oui, quand même, parce que il y a des trucs drôles, surtout dans les années 20, dans les années 30. Il y a la boxe anglaise, il y avait des espèces de mini-slips, là, des espèces
Ouais, c'est aujourd'hui ça passerait pas énormément. Ce serait historiquement juste, mais alors bah, c'est comme la tenue lycra moulante hein, des années 70 actuellement là. Se vendre ce truc, faut être très très bon pour vendre ce truc. Alors bon, c'est excellent à porter, hein, je me régale à porter ma combi, mais c'est pas vendeur quoi. Donc quelque part, je pense qu'il faut essayer de trouver une tenue, ben, un truc basique, hein, un pantalon, une chemise, qui est un peu la classe, qui donne envie, qui fasse un peu rêver, hein, mais qui en même temps ben, soit pratique. Et bon, ben là, il faut. J'ai des idées, hein, comme je dis, j'ai des idées, on va y travailler. Il faut que je fasse faire un prototype. Et si ce prototype marche, eh bien pourquoi pas dire, ben voilà, si vous voulez tenir une tenue qui correspond un peu à l'idée, à l'esprit, eh ben voilà, il y a ça. On verra ça plus tard. Alors ensuite, ah ouais, un truc qui est sympa, il faut une approche rationnelle du combat. C'est-à-dire, pas de spectacle. Pas de cabriole, pas de saut. Il faut faire le distinguo entre art martial pratique sérieuse et art du spectacle, où on met des techniques martiales dedans, agrémentées d'acrobatie. Donc, quand on veut se réclamer de faire un art martial français, on s'aperçoit que jamais on ne voit nulle part des pirouettes, des... Alors, oui, il y en a qui vont me dire, oui, oui, on voit dans des textes, des chaussons où ils font des cabrioles. Oui, mais ça, ce sont des combats ritueliques. On est sur du rituel, et c'est du combat rituel. Quand on regarde les descriptions des combats de savates un peu plus durs, un peu plus péchus, et même les maîtres de l'époque le disent, c'est de la clownerie, hein, le fait de sauter partout. C'est joli, quand ça touche, c'est beau, hein, ça marche, mais c'est tellement... oui, c'est plus du spectacle, c'est du combat rituel, mais on n'est pas sur quelque chose... Enfin, nulle part, on voit Charlemagne dire il faut faire sauter en faisant un salto arrière, voilà, avant de faire un coup, une technique pour esquiver. Enfin, on le retrouve jamais ça, parce que c'est pas sérieux dans le sens martial du terme. Par contre, vous faites un spectacle pour mettre en avant les arts martiaux français et vous mettez des cabrioles parce que vous savez les faire. Moi, je sais pas les faire, je les fais pas. Mais si vous savez les faire et vous placez 2-3 cabrioles pour faire du spectacle, pourquoi pas. Mais il faudra bien expliquer qu'il y a deux choses, hein. Il y a le spectacle et le martial. L'un et l'autre peuvent communiquer sur certains contextes très particuliers, mais attention, l'un et l'autre ne sont pas liés tout le temps. Ensuite, oui, il y aurait la mise en avant de la technique sur la force brute. Effectivement. Le but, ça c'est les maîtres Laribout qui l'expliquent, le but de la technique, hein, c'est de pouvoir rattraper un déficit de puissance musculaire ou de masse par rapport à son opposant. Par exemple, on est face à, je fais 70-72 kilos, je me retrouve face à une personne qui fait une centaine de kilos, qui n'est pas bon boxeur. Ben moi, le fait d'avoir développé au maximum ma technique de boxe va pouvoir, dans une certaine mesure, compenser cette différence de poids afin de pouvoir avoir mes chances de gagner. Ça ne veut pas dire que je vais gagner, mais on va dire que ça remet la balance à zéro. Si je n'avais pas de technique, zéro technique face à une personne qui a un peu de technique et qui fait 100 kilos, je me fais éclater. Par contre, si je suis face à une personne qui fait 100 kilos et qui a une technique au moins aussi bonne que la mienne, eh bien là, je me fais éclater. Parce qu'il y a le poids plus la technique. Voilà. Donc, il faut apprendre en premier, mettre en place d'abord le principe de la technique qui compense le déficit, qui compense le handicap, plutôt que miser sur la force brute et on va dire le bourrinage, entre guillemets. Pareil pour la lutte. Hein, un lutteur massif mais sans technique aura, je pense, beaucoup de mal face à un lutteur massif très technique. Je veux dire, il va le croquer même, je pense. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et enfin, dernier point, pas de grade. Alors, autant pour les enfants, je peux l'accepter parce que ça sert de boost. Ça sert, voilà, ça les motive, ça leur donne un petit objectif. Autant pour les adultes, c'est une infantilisation totale à mes yeux. Et la personne adulte doit être capable de savoir où est-ce qu'elle en est elle-même quand elle fait des assauts avec les autres. Je veux dire, il faut être honnête, apprendre à être honnête avec soi-même, en fait.
Est-ce que voilà, j'ai fait ma séance d'assaut, lui, je vois qu'il est plus fort que moi, lui, je l'ai réussi à le gérer, on était sur un équilibre, alors lui, je l'ai complètement bouffé. Bon, ben ça veut dire que bon, ben, il faut que je me rapproche de celui, il faut que j'arrive à être au moins aussi bon que celui qui m'a croqué pendant l'assaut. Eh bien, il faut que je travaille plus, donc il faut que je fournisse des efforts. Quel a été mon problème? Il me touchait tout le temps, il me touchait aux jambes, ça veut dire que je suis peut-être un peu trop pâteau, est-ce que il arrivait à tout le temps à m'avoir sur des contres, ça veut dire que je reviens pas assez vite en garde, voilà. Mais ça, ce travail, c'est pas des grades qui le disent, hein. Les grades, c'est juste à un temps donné, voilà, le gars il sait faire telle ou telle technique, on lui donne un exercice codifié, bon il fait son exercice codifié parce qu'il a bossé pendant un mois avant, mais ça veut, enfin, pour moi ça veut rien dire en soi, hein. Peut-être dans 2 mois il le méritera plus son grade. Donc, pas de grade, il faut que l'élève adulte soit capable de se remettre en question et de savoir quelle est la qualité de son travail. Et ben, ça le rend un peu plus mature, à mon avis, et ça lui permet de mieux se situer dans son groupe, hein, dans son club, et même par rapport dans son environnement, hein. Parce que j'ai remarqué souvent ces histoires de ceinture, ça crée des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Je trouve ça malsain, j'aime pas trop. Donc du coup, ouais, pour moi, il y aurait que 3 grades. Allez, on va dire il y a 3 grades. Il y a l'élève, le prévôt qui fait la leçon, supervisé par le maître. Et puis c'est fini. Rien de plus. Après, pourquoi pas des contrôles de connaissances réguliers, mais qui ne délivrent aucun titre, mais juste dire, ben voilà, toi tu viens, vous deux vous venez, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça, à froid là. Est-ce que vous savez le faire ou est-ce que vous savez pas le faire? Si voilà, vous n'avez pas besoin de réviser pendant un mois. Soit tu sais, soit tu sais pas. Si tu sais pas, il faut le travailler. Si tu sais, c'est très bien. Conforte ton avance et continue d'avancer. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. Voilà en gros, hein. En gros, ce que je pourrais dire pour que des critères. Mais c'est personnel, hein, vraiment, voilà, c'est vraiment personnel. Il y a rien de, y a rien de formel, hein, mais c'est mon avis. J'espère que ma réponse pourra t'aider. Voilà, c'est la fin de cette foire aux questions. Je tiens à remercier très chaleureusement les personnes qui se sont abonnées à mon compte Patreon et qui donc ben, reçoivent mes cours toutes les semaines. Ben, tout simplement parce que, mine de rien, ça me finance l'achat de certains matériels petit à petit, qui va me permettre de pouvoir augmenter la qualité de mes vidéos. Alors pas forcément en termes de caméra, hein, tout ça, mais plutôt de matériel pédagogique. Donc je les remercie vraiment chaleureusement. Et si vous hésitez, ben voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ben voilà, sachez que c'est pas... je me dis, dans l'idée, vous perdez pas votre fric, hein, puisque toutes les semaines, vous avez des vidéos avec des conseils, des techniques et tout ça pour apprendre, pour apprendre chez vous en attendant que les clubs réouvrent, ou ben, pour apprendre chez vous s'il n'y a pas de club aux alentours. Voilà. En attendant, ben, j'espère que cette foire aux questions vous a plu. Et puis ben, au mois prochain, pour s'il y a d'autres questions, rendez-vous donc au 1er juin. Et je rouvrirai une nouvelle session. Allez, ben, en attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.